Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dernier numéro d'ACFF Actu pour cette saison. Alors aujourd'hui au programme, on va tirer le bilan avec David Delferrière, le président de la CFF. On parlera aussi de Cécifoot et puis on ira voir les ruches et les abeilles à Tubize. Mais tout d'abord, place aux bénévoles. Cette semaine, on a voulu mettre à l'honneur André Evrard. Il tire sa révérence dans le comité de Chevron dans la province de Liège. Ça faisait 55 ans qu'il était là. Sébastien Willem l'a rencontré. Je suis André Evrard, donc je suis l'ancien président du FC Chevron. Je suis président depuis 14 ans. Alors je suis entré au comité à l'âge de 18 ans, donc ça fait 55 ans que je suis membre du comité. J'habite Chevron maintenant. J'ai été avec mon épouse gérant de la maison de la presse à Liège, donc je m'occupais des conférences de presse et tout ça avec mon épouse. Je suis revenu ici depuis 11 ans que nous sommes à Chevron. Voilà, la première fois que j'étais président, c'était en 87 jusqu'en 94. Et puis alors, vu mon travail à Liège et tout ça, j'avais un peu abandonné. Un enrouleur. Et alors j'ai repris, parce que le club était en faillite. Qui est l'homme à tout faire du club ici maintenant. Alors maintenant tout va bien. Pour la trésorerie et tout ça, donc je n'ai pas peur de quitter. Hein. Le club n'est certainement pas en faillite, donc voilà. J'ai joué un peu en réserve et tout ça, mais je n'ai pas été un grand joueur. Hein. J'ai simplement joué en réserve et en vétéran. Mais je fais souvent ennuyer mes deux fils, parce qu'eux ont joué jusqu'en 3e provincial, et moi j'ai joué un match en 2e provincial. Et ce match-là, c'était un match à Wenkenrath. Alors, il y avait un joueur qui était en retard parce qu'il avait été bloqué par une course cycliste. Et alors, l'arbitre m'avait demandé pour voir si je ne voulais pas jouer, commencer le match. Mais malheureusement, j'avais omis de marquer mon joueur sur la feuille. Et au moment où le joueur est arrivé, je lui ai dit référé changement. Et il m'a répondu, ben non, tu n'as personne sur la feuille. Et alors, j'ai dû jouer tout le match. Et le match, ça a été, oui. On est battu à 0, mais... J'ai un beau souvenir, c'est parce que mon surnom, c'est Léon. Et tout le monde se demande pourquoi on t'appelle Léon, mais tous les joueurs qui vont arriver ici vont me dire ben, « Bonjour Léon » et tout ça. Et ça, si vous voulez, on avait refait le nouveau terrain de football. Et alors, mon épouse avait dit « Je t'enverrai donc mes deux fils pour venir te rechercher à midi. » Et alors, j'étais vraiment à l'opposé de l'entrée du terrain. Et alors, ils ont commencé à crier « Papa, papa ». Et je n'ai pas répondu. Et ici, à côté, il y a une ferme où il y a des pans. Et le pan fait Léon, Léon. Et je me suis retourné. Et depuis ce jour-là, j'ai eu le surnom de Léon. Ici, c'est l'équipe féminine. Voilà mon épouse. Une belle-sœur, 2 belles-sœurs et 3 belles-sœurs. Ben, la raison de mon départ, c'est parce que je voudrais bien un peu avoir mes week-ends libres et tout ça. Hein. Mais je veux dire, je suis fort tracassé quand il y a des matchs et tout ça, donc voilà, j'aime bien que tout se passe bien. Donc je voulais être là le plus souvent possible. Donc le plus souvent possible, c'était tous les week-ends. Et bien, certains matchs, ben, je ne dors pas. Et mon épouse me dit, ben, tu es encore tracassé, tu t'es retourné toute la nuit et tout ça, et voilà. Je resterai toujours ici au club, c'est le club de mon cœur. Et je suis sûr qu'avec tous les jeunes qui sont entrés dans le comité, tout ça, des types fort sympathiques, et que on va continuer, je dirais, l'œuvre qu'on a lancée. Allez, place maintenant au sujet de la semaine. Vous savez, le foot, c'est un vecteur d'inclusion. Cette semaine, à Tubize avait lieu la finale de la Coupe de Belgique de Cécifoot entre Anderlecht et le Standard. Ce sont les Mauves qui se sont imposés. Sébastien Willem vous retrace à toute la journée. Nous avons mis des moyens depuis quelques années maintenant pour s'occuper du football social en général et de la Ligue handisport avec qui nous collaborons de très près. Et donc aujourd'hui, dans ce centre national où les Diables Rouges s'entraînent à voir cette finale, cette première grande finale entre Anderlecht et le Standard, entre ces deux équipes qui ont pratiqué un football magnifique, je pense que c'est une réussite qu'il faudra renouveler dans le futur.
Les gars, bon match. Je fais d'abord de tous. Ça a demandé une grosse organisation. Il y a une super équipe de bénévoles qui nous a été proposée et amenée par la LHF. Donc déjà, ça c'est top. Après ça, il y a eu toute une partie visite du Proximus Basecamp. Donc aussi pour montrer un peu aux gens le cadre de travail, dans quel environnement on est. À côté de ça, vous avez... Ensuite, des initiations qui ont été données par les clubs. Donc là, on a vraiment voulu donner cette responsabilité aux clubs, que ce soit eux qui fassent découvrir leur discipline, parce que cette discipline, c'est leur discipline, c'est pas la nôtre. Et donc, c'est eux qui sont experts en la matière. Nous, on est là pour aider, pour donner un peu plus de sens et de visibilité, mais c'est eux qui ont les clés de la discipline. Et ensuite, cerise sur le gâteau, la finale. Le match entre Standard et Anderlecht pour décider qui était le premier vainqueur de la première édition de la Coupe de Belgique de CC Foot. Nulens, Cédric. Alors la principale différence avec le foot ordinaire, c'est évidemment qu'on joue avec les sons au lieu de jouer avec les images, avec les yeux. Donc ça nécessite une certaine capacité à faire le tri parmi toutes les informations sonores qui arrivent. On a coutume de dire qu'au foot, les meilleurs joueurs sont ceux qui voient ce qui va se passer avant les autres. Et au foot pour non-voyants, c'est pareil, sauf que c'est ceux qui entendent mieux que les autres, qui savent faire mieux le tri entre tous les sons et qui savent apprécier la trajectoire de balle mieux que l'adversaire et qui savent entendre le coéquipier un peu avant que les autres, savoir où il va être avant que les adversaires ne le sachent. Voilà, c'est la même chose, sauf que c'est basé sur le son. Moi, je suis non-voyant de naissance et je joue au foot depuis pas mal d'années, une quinzaine, voire une vingtaine d'années maintenant. Je pense que le foot, c'est d'abord un sport d'émotion. En fait, c'est ce qui fait les premiers souvenirs qu'on a. C'est même pas des souvenirs presque d'action, c'est des souvenirs d'émotion, de grandes victoires, de grandes défaites. Je peux parler de 98, c'est quand on gagne contre le Brésil, c'est quand on gagne au tir au but contre l'Italie. C'est des souvenirs, en fait, des émotions qui marquent. Et ensuite, on vient apprécier les aspects techniques. Mais je crois que ce qui amène d'avoir le goût pour un sport, c'est les émotions que ça nous procure, et en particulier quand on est jeune, quoi. On rappelle qu'il y aura aussi évidemment des médailles. Alors oui, ici il y a trois coachs. Entre guillemets, le premier coach, c'est le gardien de but qui guide en phase défensive. On a le coach principal qui est dans la moitié de terrain. Et moi, je suis alors le guide offensif qui suis là pour orienter et donner un max d'infos, comme je l'ai dit tout à l'heure, les attaques de notre équipe. Et alors sur les phases arrêtées, essentiellement en penalty ou coup franc, alors je peux utiliser un objet afin de sensibiliser nos attaquants pour être repère, poteau gauche, poteau droit, axe. Voilà. Mon travail essentiel, c'est ma voix. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils se repèrent, bien entendu, puisque la vue est déficiente et masquée. Donc voilà, c'est vraiment mon rôle lors des matchs et même lors des entraînements. Voilà. Pour bien préciser, le gardien est le seul joueur voyant de l'effectif et c'est lui qui guide vraiment un maximum en phase défensive. Donc c'est lui qui est là pour replacer par sa voix, simplement 2 pas sur ta gauche, 2 pas sur ta droite, ou indiquer au joueur que le ballon n'est qu'à quelques centimètres de lui en faisant un pas, en indiquant le pied droit, des choses comme ça. Donc il est vraiment très très important. Et la notion de communication est aussi importante que d'avoir des aptitudes footballistiques, parce qu'on peut avoir le meilleur gardien mais qui ne sait pas guider, ça ne servira pas à grand chose. Donc vraiment les deux sont utiles. Le champion de la Coupe de Belgique de CC Foot 2022, Qui m'a, non pas surpris, mais qui m'a emballé, c'est le fair play, vraiment le fair play entre ces joueurs lorsqu'il y avait une faute, se serrer la main, se relever l'un l'autre. C'est vraiment une leçon de vie pour beaucoup de footballeurs, ils devraient vraiment s'en inspirer. C'est une finale, c'est important pour les deux équipes, tous les joueurs, pour les arbitres qui ont très bien arbitré le match. Il faut un vainqueur dans une finale de coupe, mais pour moi, ils sont tous gagnants. Et qui dit dernière émission cette saison, dit qu'il faut tirer un bilan. Et avec nous aujourd'hui, David Delferrière, président de la CFF, pour tirer ce bilan. Bonjour David. Bonjour. Ma première question, c'est voilà, le bilan de cette saison, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Bon, on peut en tirer beaucoup de satisfaction, mais aussi quelques regrets. Par exemple, tous ces problèmes sur les licences, que des clubs qui ne l'ont pas reçu, des problèmes sur la fin de saison avec des matchs un peu houleux. Un regret certainement, c'est des matchs en provincial, en 3e, 4e provincial, sans arbitre.
Donc c'est vrai qu'au point de vue des regrets, ça fait un peu beaucoup. Hein, mais il y a pas mal de satisfaction aussi, telles que justement ces nouveaux cours pour les arbitres. Hein. On a recruté plus de 250 arbitres cette année-ci, donc on commence doucement à remonter la pente. Des cours par ordinateur pour les arbitres, mais également pour les entraîneurs. Nous avons également mis sur pied le pôle d'excellence dont on parlera à un autre moment. Le recrutement des jeunes de 11 à 14 ans, c'est une grande satisfaction. Le développement du football féminin. Donc il y a quand même pas mal de très bonnes choses aussi. Si on revient sur les points qui ont posé un peu problème, dans les tours finaux, il y a eu pas mal de soucis, notamment de licence, il y a eu même des bagarres et des problèmes d'arbitrage. C'est des choses qu'on va vouloir régler la saison prochaine? On espère toujours, chaque année, régler ces problèmes de violence, qu'elles soient verbales ou physiques. Maintenant, quand on dit pas mal de problèmes dans le tour final, il faut savoir quand même qu'il y a un tour final de la division 1 nationale jusqu'en 4e provinciale, ce qui fait beaucoup de matchs, hein, et beaucoup de matchs sans problème également, avec beaucoup de recettes pour les clubs, recettes autour du terrain, recettes dans la levette. Donc les clubs demandent ce genre de match au tour final. Mais c'est vrai que la publicité qui a été faite autour de 2-3 matchs, par exemple des matchs qui se sont terminés sans prolongation alors qu'il y aurait dû avoir une prolongation, des matchs avec un peu de violence à la fin où les matchs sont arrêtés, c'est ça l'image qui ressort, alors que l'image qui devrait ressortir, c'est ce que les clubs attendent, c'est ce que les clubs veulent, à savoir des recettes supplémentaires et des matchs de football qui se passent bien. Un autre problème en ce moment, c'est le FC Liège qui a perdu 3 points et qui a des problèmes du coup dans ce tour final. Est-ce qu'on peut avoir peut-être des nouvelles par rapport à ça ? Oui, l'affaire est encore pendante puisque j'ai appris que Liège allait en appel, donc je ne peux pas me prononcer en tout cas sur le fond. D'abord, je ne connais pas suffisamment le dossier. Je dis c'est effectivement dommage de perdre des points administrativement pour une erreur sur une feuille de match. Maintenant, est-ce que ça a traîné trop longtemps avant d'avoir la sanction? Peut-être. Je n'en sais pas plus que ça aujourd'hui et je n'en saurai pas plus avant que l'appel ne soit terminé. Vous avez parlé de nombreux points positifs aussi. Il y a une assemblée générale le 18 juin. Qu'est-ce que vous allez dire à tous les membres qui seront présents ? Le 18 juin, c'est un peu le bilan de la saison, donc je vais développer les points que je vous ai cités ici. Nous aurons également la visite du ministre d'Olimont qui sera présent. Nous aurons les jubilaires également, les gens qui ont 10 ans de comité et qui recevront une médaille. Nous fêterons également les 3 champions division 2 et division 3A, 3B. Donc c'est plutôt une festivité de fin de saison pour faire le bilan et annoncer ce que nous allons faire l'année prochaine. Justement, l'année prochaine, c'est la dernière année de votre mandat. Il y a des choses que vous allez déjà mettre en place qu'on pourrait déjà savoir ? Mettre en place, il y a déjà pas mal de choses qui sont sur la table. On voudrait bien rectifier certains points du règlement, justement par rapport à la licence. Est-ce qu'un club qui n'a pas sa licence ou qui n'a pas demandé sa licence peut participer à un tour final? Je trouve ça sportivement anormal. Donc on va réfléchir à ce genre de choses. Il y a 2-3 points du règlement qu'on doit peaufiner, comme pour les labels, comme pour l'arbitrage à nouveau, pour permettre un nouveau recrutement massif. Donc il y a du travail. Donc c'est ma dernière année de mandat, mais ma dernière, peut-être serais-je réélu dans ma province d'abord et ensuite à la CFF. Aujourd'hui, tant que la santé est là, tant que j'ai envie, je resterai candidat. C'était ma dernière question. David Delferrière a encore envie de prolonger son aventure dans le football amateur? Le football amateur, c'est ma nourriture, je vais dire. Et c'est clair que autant le football professionnel peut quelquefois me décevoir, autant le football amateur donne envie surtout d'aller voir des matchs de jeunes. Je vois 4, 5, 6 matchs par week-end et surtout des matchs de jeunes où je peux parler avec des dirigeants, des parents fair-play. Et donc là, c'est vraiment super. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Oui, des beaux buts chez les jeunes, on en a l'occasion d'en voir chaque semaine. Nous, on a sélectionné les 4 plus beaux pour la finale. Je vous laisse les découvrir tout de suite.
À vous de sélectionner lequel de ces 4 plus beaux buts mérite d'être le gagnant de cette saison d'ACFF Actu. Tout se passe sur la page Facebook. Le gagnant remportera un maillot des Diables Rouges. Avant de prendre un repos bien mérité dans vos clubs, quelques dates encore à retenir. Tout d'abord, le 29 mai du côté de Tubize, au Proximus Base Camp, aura lieu le gala interprovincial des jeunes filles de U10 jusqu'en U13. Et puis ce 31 mai, du côté des Francs-Borins, a lieu la deuxième manche du championnat Handifoot. Un 31 mai encore, mais cette fois-ci du côté de Uccle à 9h30, où la ministre Valérie Glatini ira visiter un centre foot for girls. Enfin, le 16 et 17 juin, du côté de Tubize, au Proximus Base Camp, aura lieu une formation sur les préférences motrices. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la CFF. Et puis, David Delfayer en a parlé lors de son interview. Le pôle d'excellence est une des bonnes nouvelles de cette saison. Daniel Bocard nous explique ce que c'est au micro d'Alice de Villers. Alors, ce pôle d'excellence dont tout le monde parle, en quoi cela consiste? C'est quoi? Le pôle d'excellence ACFF, c'est un groupe d'une vingtaine de joueurs de 15-16 ans qui va être pris en charge comme dans un club professionnel, avec des entraînements depuis le lundi matin, match jusqu'au dimanche soir, je vais dire, et qui va vraiment vivre en immersion dans ce monde professionnel et qui va permettre à des joueurs dont on estime qu'il y a un talent suffisant, mais qui n'ont pas été repris dans les clubs et recrutés à l'heure actuelle, mais qui pour nous présentent les mêmes qualités, à qui on va donner la chance de pouvoir rebondir et d'aller signer un contrat. Donc c'est un beau défi, un grand défi, et c'est l'aboutissement d'un processus de prise en charge du jeune talent depuis l'âge de 10 ans, en marge de nos clubs professionnels, mais en ACFF, on n'en a que 4 ou 5 qui assurent la formation des jeunes, hein, contrairement à la Flandre où il y en a 18 ou 20. Ça veut dire qu'on a beaucoup de joueurs et beaucoup de talents qui restent sur le carreau. Donc à nous, il y a place pour nous, avec un projet ACFF, de prise en charge de ces jeunes joueurs avec un travail intensif. Et dans quel cadre ce pôle d'excellence va-t-il s'inscrire? Il va s'inscrire tout simplement dans le cadre actuel des foot élites, avec une reconnaissance d'un statut qui est délivré par l'ADEPS, avec des possibilités d'aménagement de la vie scolaire. Ça veut dire que le nombre d'heures scolaires est réduit, mais à charge du joueur, avec des aides, des appoints de suivre quand même un régime qui lui permettra d'avoir une vie normale s'il échouait dans le monde du football professionnel. Et donc, ce sont certains atouts qu'on met dans la mallette du joueur pour pouvoir arriver à un nombre accru de chances de disputer un jour les championnats avec un salaire dans la poche. On imagine que ce pôle d'excellence va intéresser beaucoup de jeunes joueurs, mais comment vont-ils être sélectionnés? En fait, c'est un travail qui date de 3 ans, puisqu'on a eu le Covid et que le projet était prêt il y a 3 ans. Donc on a une équipe de scouting qui a sillonné tous les clubs de la CFF, principalement les clubs interprovinciaux, mais aussi certains clubs provinciaux et régionaux, en essayant de repérer ces joueurs avec des caractéristiques du scouting, ça veut dire certaines qualités, parfois une qualité majeure, qui montrent des prédispositions dans le comportement sur le terrain, parce qu'il n'y a pas seulement les qualités, il y a aussi mentalement pouvoir suivre ce régime qui sera très intensif. Donc on a une équipe de scouting qui a repéré tous ces joueurs et on a pu constituer un groupe d'une 40aine, parmi lesquels on a sélectionné les 20 premiers. Donc c'est un projet très ambitieux. Très ambitieux, mais surtout très ambitieux pour les joueurs et leurs familles. Nous, l'encadrement, ce sont des personnes qui ont évolué dans des clubs professionnels, qui connaissent la musique, mais pour le joueur qui n'est pas affilié dans un club professionnel, qui reste à l'échelon de la CFF amateur, aller chercher un comportement de footballeur professionnel avec une famille qui va payer le prix. Ça reste un défi avec des points d'interrogation, mais on est là pour aider évidemment et soutenir pour tenir le coup, mais aussi progresser. C'est aussi une manière de donner une chance à des personnes qui ne pourraient pas en avoir en fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, heureusement, on se rend compte que nos équipes nationales de jeunes sont peuplées de 40 à 50% de joueurs francophones. Malgré ce qu'on disait, ça veut dire que le talent est là. Donc beaucoup de joueurs francophones qui ont du talent vont déjà signer des contrats dans des clubs professionnels flamands, mais il en reste quand même sur le carreau. Et donc à nous de prendre la balle au bon et d'ajouter une dimension à notre football interprovincial. Merci beaucoup Daniel. Avec plaisir.
Le Proximus Basecamp à Tubize accueille toutes les équipes nationales jeunes et adultes masculines et féminines, mais il y a aussi un développement durable car il y a des ruches et des abeilles. Jamison Lins vous fait découvrir cet endroit particulier. Tout est parti du principe que nous souhaitions un centre national éco-responsable. Donc on a implémenté une ruche et 3 ans après nous en avons 9 et 4 autres qui sont en couveuse. Donc on aura bientôt 13 ruches, mais je pense que notre apiculteur va vous expliquer tout ça plus en détail. Ces ruches servent à fournir du miel, surtout du miel qui est élevé de façon avec des abeilles élevées biologiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement chimique, hein, c'est que du traitement biologique. Et on prend aux abeilles uniquement le miel dont elles n'ont pas besoin. Et c'est pour ça que malheureusement, l'année dernière, vu les conditions climatiques, nous n'avons pas pu récolter, préférant d'un commun accord laisser aux abeilles leur miel. Alors elles sont en pleine forme, regarde, là. Oui, le miel, ces 2 dernières années, ça a été dur avec la météo, mais le miel que nous avons va au restaurant pour servir aux joueurs et aux clients de l'hôtel dès que nous avons une production de miel, c'est-à-dire 2 fois par an. Le sport véhicule plein de valeurs et des belles valeurs et surtout avec tous ces jeunes qui viennent s'entraîner, de comprendre la biodiversité est très important et c'était un peu le but recherché pour nous tous et donc pour nous c'est très important et c'est un grand honneur que les Diables Rouges nous aient fait confiance pour cela, quoi. Pour le dernier sobriquet de cette saison, on se rend dans la province de Liège et on s'intéresse aux Espagnols de l'UCE à Liège. Alors UCE veut tout simplement dire Union des clubs espagnols. Ce matricule a été créé il y a une quinzaine d'années parce qu'il y avait pas mal de clubs espagnols dans la région. Ils ont décidé de s'unir et ça tombe bien. Ils ont fait d'excellents résultats. Ils ont disputé le tour provincial qu'ils ont remporté. Malheureusement, dans le tour interprovincial, ils se sont inclinés 3-0 ce week-end face à Mex devant Virton. Néanmoins, c'est une belle saison pour l'UCE de Liège. On leur souhaite la même l'année prochaine. Allez, pour terminer cette émission, on a décidé d'aller voir dans tous les championnats et de vous sortir quelques chiffres étonnants. On s'intéresse d'abord au Wallonia Teen. On est en province de Liège, du côté de Hanu. Ils sont champions en 4e provinciale, mais c'est surtout l'équipe la plus prolifique cette saison. Ils ont marqué 205 buts en 26 matchs. Alors, l'équipe, elle est entraînée par Pierre Longueville, qui vient de Wans Bazoa. Et ils ont même aligné un ex-joueur de D2 à Tirlemont, Mathieu Belme. Autre chiffre, autre province, cette fois-ci on va dans le Hainaut avec la Louvière B. Alors l'équipe possède la meilleure défense avec 12 buts encaissés en 30 matchs. Et puis ce qui est amusant, c'est que la RAL possède aussi la meilleure défense des séries nationales avec seulement 18 buts encaissés. On peut donc dire que les défenses de la Louvière, c'est de la défense en béton. Et puis, s'il y a des gagnants, il y a aussi des perdants. Le FC Tours l'a appris à ses dépens. Ce club a été créé il y a 1 an et il joue à Poulseur et ils ont encaissé 524 buts en 26 matchs, ce qui fait une moyenne de 20 buts par match. Ils n'ont marqué que 2 buts, ce qui est vraiment très peu. La pire défaite d'ailleurs, c'est 32-0 face à Amoir. Alors l'important, comme le dit l'équipe, c'est surtout l'après-match. Et puis à noter que le FC Tours disparaîtra à la fin de la saison. Le club n'aura donc joué qu'une seule saison. Voilà, c'était la dernière mission de cette saison. On se retrouve la saison prochaine avec plein de nouveautés. D'ici là, passez de bonnes vacances, jouez au foot et on se retrouve très bientôt.